Et on commence tout de suite donc avec les numéros 1 de la VO. Bonsoir si vous venez de nous rejoindre. On a Bonsoir. du coup 3 d'ici, 2 Marvel et un indépendant, disons. Oui, un indépendant. Donc plutôt équilibré pour le coup, c'est cool. Voilà, on n'est pas sectaire, nous. On va manger à tous les restos. On aime tout le monde, nous. Voilà. Alors, on va commencer par un numéro que j'attendais depuis quand même très longtemps, puisque bah, vous le savez déjà, hein, je suis fan des Tortues Ninja, et bon, j'aime plutôt bien Naruto, donc clairement j'ai été intéressé. Et puis c'est vrai que c'est quand même assez atypique, hein, les crossovers comics et manga, c'est plutôt rare. Donc c'était avec une bonne curiosité que j'ai sauté sur ce numéro. Alors, il y a des choses à dire déjà. De manière globale, plutôt satisfait. Les dessins sont vraiment très très bons, je le dis d'emblée. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, ils font à la fois comics et manga, et à la fois ils font pas du tout comics et pas du tout manga. C'est vraiment une approche différente, mais au final, c'était pas mal du tout. Alors après, c'est un numéro qui est quand même déjà bien tourné vers l'action, hein, on va pas se mentir. Il y a beaucoup d'affrontements entre le clan du foot, entre les Tortues Ninja elles-mêmes. Donc voilà, baston pour l'instant. Au niveau de l'histoire, pour le moment, on a plus un sentiment de prétexte, c'est-à-dire que ce sont les tortues qui doivent amener April O'Neil au village, je crois que c'est de la Pomme ou un truc comme ça, donc bah, ce qui sous-entend New York hein, au final. Mais du coup, j'avais trouvé sympa le petit clin d'œil. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a en termes d'histoire. Le seul point que j'ai trouvé intéressant, c'est que lorsque l'équipe 7 donc, ah oui, l'équipe 7. Donc, ça sous-entend qu'on est à l'époque de Naruto, hein, pas de Naruto Shippuden. Donc là, il y a vraiment encore Sasuke du côté des gentils, enfants, Kakashi. Et là, ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'équipe 7 donc rencontre les tortues, enfin plutôt quand Kakashi rencontre Splinter, il n'y a pas de surprise, ils se connaissent déjà. Et ça, du coup, c'est assez intriguant. J'ai hâte de voir, bah, du coup, quel est leur passé commun, disons, comment est-ce qu'ils vont expliquer tout ça, je suis curieux. Mais au final, un premier numéro assez intriguant quand même. Et Matt évoque les problèmes de droit. Et tu penses que ce crossover sera aussi impacté si les problèmes persistent? Oui, je dois avouer que pour la France, j'y crois pas une seconde. Bah, on le sait, c'est déjà pas forcément facile pour les éditeurs de français d'éditer dès lors qu'il s'agit de deux comics. Mais alors là, dès lors que c'est un comics et un manga, ouf. Ouais, je suis curieux de voir ça. Qui va choper la mainmise sur le truc? Je sais pas du Ouais. tout. J'y crois moyen. Bah, déjà que je crois qu'il me semble que les rééditions des amalgames d'ici Marvel ont même pas été éditées en France. Donc ouais, ça m'étonne pas que là on mélange les supports même. Enfin, je pense que c'est Après, là, compliqué. c'est vraiment que de l'ordre de l'hypothèse, hein. Là, c'est vraiment moi, je pense que ça va pas être facile. Ça se trouve, ça va être les doigts dans le nez, hein. À voir. Bah, alors, Matt, Euh, il me semble qu'ils sont présentés, enfin, ils sont pas présentés comme des yokai. Les enfin, les ninjas ont l'impression qu'il s'agit de yokai, mais ça fait pas forcément d'eux des yokai. Donc, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Ensuite, côté DC, on a le nouveau bouquin de Tom King. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas évoqué Tom King sur ce live. Il revient avec une Toujours Tom mini-série King, toujours. sur et toujours une mini-série Black Canary Best of the Best. Donc voilà, écrit par Tom King et dessiné par Ryan Sook. Alors là, clairement, il y a deux Tom King. Il y a le Tom King qui fait du Tom King et du Tom King qui ne fait pas du Tom King. Et là, on est dans du Tom King qui fait du Tom King. Donc, on a un peu deux histoires en parallèle, flashback, flash forward, euh, et une narration qui est très, je sais pas, en même temps qu'il se passe plein de choses, on nous décrit ce qui se passe, un peu comme à la manière d'un voice-over, d'une voix off, voilà un peu. C'est un peu ce processus-là, mais version comics quoi. Voilà, donc dans ce premier numéro, on a un peu, voilà, on pose les enjeux de ce qui se passe et en gros, bah, c'est
Dinah qui va affronter Lady Shiva dans un match de. Alors boxe, je sais pas trop parce qu'il y avait certains mouvements qui faisaient pour moi pas très boxe, du moins boxe anglaise. Donc voilà, un match entre Black Canary et Lady Shiva pour savoir qui euh, est la meilleure combattante, enfin dire oui, le meilleur combattant sur la planète. Donc voilà, j'avoue que j'aime bien le concept de faire un peu un match Ali contre Foreman, mais version DC Comics quoi. Donc j'aime bien le concept. Après à voir si la formule Tom King va servir ou non l'histoire. Les dessins sont cool. Et pour le moment en termes d'histoire, on n'est pas encore assez avancé. Si il y a le petit truc à la fin, voilà un petit truc pour accrocher à la fin que voilà. Bon, je vais continuer à lire parce que j'avoue que j'aime globalement ce que King fait, mais c'est vrai que voilà, à voir. Mais voilà, j'ai plutôt bonne impression. Salut Mac. Bonsoir Mac. Oui, Bah, j'ai oui, plutôt bien oui, aimé aussi, hein. ça parle beaucoup. Moi j'ai plutôt bien aimé. J'ai trouvé la construction du numéro intéressante, notamment tout ce qui touchait autour de la mer de Black Canary. Et j'ai trouvé du coup l'alternance pour le coup plutôt bienvenue. Parce que bon, un combat c'est toujours intéressant. Maintenant, tu sais, ne faire que de la parlotte, puis après ne faire que du combat, ça donne un certain déséquilibre. Donc du coup, là, pour le coup, j'ai trouvé la construction du numéro qui alternait les deux très intelligente. Et les dessins étaient vraiment bons. J'ai été Mm, très surpris. Black Canary a un côté extrêmement musclé, c'est nécessaire pour mm, pour le côté combat, puisque c'est vraiment le cœur du titre. Mais en même temps, elle reste extrêmement féminine. C'est vraiment à mettre au crédit de Ryan Sook qui a fait du bon taf. La cover, je pense qu'elle est assez révélatrice. Au final, elle est très jolie. Euh, voilà, j'avais noté aussi qu'il y avait quand même un petit souci aussi de mise en scène. On veut faire de la bonne mise en scène et ça se voit. Donc ouais, très satisfait. Et pour répondre à Matt, franchement, je pense que c'est plus un sport inventé parce que alors je m'en souviens plus trop, mais je crois qu'il y a certains mouvements qui frôlaient le catch, mais du coup du catch mm. en Ouais. réaliste où le but c'est de défoncer l'autre. Donc j'ai envie de dire presque du MMA avec des acrobaties. C'est, Ouais, un peu. ouais, Ouais. hein, on est Ouais, plus vers ça, je trouve. on est dans ce. Ouais. Et oui, oui, pareil. Oui, les derniers numéros de King sur Wonder Woman ont énormément divisé. Enfin, je sais même pas s'ils ont divisé. Je dirais même qu'ils ont plutôt déplu. Donc, ouais, j'avoue que j'ai pas suivi les derniers numéros de Wonder Woman. Et oui, Mac, on est sur. Alors, trop verbeux, ça dépendra de chacun, mais c'est vrai que ça parle beaucoup et ça parle aussi énormément. Enfin, ça parle aussi également sur l'action. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs à lire, mais j'ai pas ressenti l'impression que j'en avais beaucoup d'un coup à chaque fois. Donc, ça parle un petit peu. Et oui, une vie misérable, on est petit, Ouais. un petit peu. Ouais, pas tant que ça. Il y a des côtés assez tristes, mais on n'est pas encore, en tout cas pas encore, On n'a pas encore sorti les violons, dans quoi. vraiment le. Non, voilà, pas encore. Voilà. Et oui, après, oui, tu as raison. Mortal Kombat, C'est ouais. c'est toujours, c'est toujours entouré de dessinateurs, enfin, les meilleurs de l'industrie, hein, tout simplement. Donc voilà. Après, à voir s'il va saboter son travail, ça, on aura la réponse. De toute façon, je pense qu'une fois que la série sera terminée ou quand ce sera publié par Urban, on en reparlera peut-être pour parler de l'intégrale. On verra si ça vaut le coup. Mais voilà, je, je vais suivre en tout cas. Ensuite, côté Marvel, on alterne. On ne fait pas de jaloux, pas de préférence. On n'a pas d'enfant préféré. West Coast Avengers alors oui, Jerry Dugan, je pense que ça doit se prononcer comme ça, et Danny Kim, donc qui réintroduit d'ailleurs l'équipe de la côte Est pour les Vengeurs, avec au roster cette fois-ci, donc on a Iron Man, Spider-Woman, Ultron. Voilà, c'est une petite nouveauté. War Machine et alors c'est Firebird, je crois. J'ai oublié son nom. Ah, tu l'as pas lu, ok. Euh, voilà, donc c'est une équipe qui mélange des héros bien établis et aussi
Voilà, des super vilains, voilà, comme Ultron. Alors, je sais plus si c'est Firebird, en plus, j'ai fait une news sur son redesign de costume. Donc voilà, ce personnage qui a notamment un nouveau costume pour l'occasion, qui est elle aussi une méchante sur la voie de la rédemption, hein, finalement. Euh, et bien, globalement, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Oui, voilà, exactement. Mac, tu as raison. Il y a des moments assez comiques dans le titre, notamment quand Tony Stark doit retrouver donc l'armure du Centurion d'argent, du Silver Centurion, qui doit alimenter avec des batteries de voiture au début, notamment parce qu'il a des problèmes dans sa propre série principale. Et donc voilà, on le voit déambuler dans Los Angeles avec un casque et un scooter, ce qui est assez drôle. Donc voilà, il y a des moments assez légers, notamment voilà, parce qu'on veut rendre Ultron notamment du côté des gentils, donc il y a une espèce de décalage d'une menace physique, en tout cas visuellement très oui, menaçante, hein, pour Ultron, mais en fait il dit je vais vous sauver, citoyens. Donc voilà, il y a un côté euh, un petit peu Robocop dans l'aspect très froid, mais pour protéger le peuple. Donc voilà, moi j'ai plutôt bien aimé. Je trouve que l'idée de voilà l'initiative pour aussi réformer les méchants. Alors il y a d'autres gens, mais j'avoue que je les connais pas. Il y a d'autres vilains dans le peut-être Bolt ou quelque chose comme ça. Enfin, je connais pas, je suis pas un expert là-dedans, mais là, il y a d'autres super vilains sur cette fameuse voie de rédemption. Euh, Moi, ouais, je trouve le principe, le pitch du titre plutôt intéressant. Visuellement, c'est plutôt cool. Il y a juste un passage qui se passe dans un hôpital où j'ai eu l'impression que le style graphique a changé pas mal et pas pour le mieux. Je sais pas, j'ai pas trop compris. Il y a eu quelques pages où j'ai vraiment un peu bugué sur les dessins, mais globalement, le reste était plutôt bon. Et puis oui, voilà, la cover, j'aime beaucoup beaucoup la cover. Voilà. Et puis avec un peu comme pour Black Canary, une petite accroche à la fin qui fonctionne bien, avec un côté aussi même un peu, on mélange un peu un côté menace technologique et un peu menace spirituelle. Euh, Quand je dis spirituel, hein, pas magique, hein, mais vraiment presque chef de secte, voilà, qui peut être intéressant. Et je pense que voilà, le personnage d'Ultron va en faire quelque chose de nouveau. À voir si ce sera bien ou pas. Mais j'avoue, bon, je sais pas si je vais suivre ça en priorité, mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est un plutôt bon début. À voir ce qu'ils vont faire, mais voilà, plutôt satisfait. Alors, il Ouais, y a Mac bah moi, qui dit Mac, Urban a j'avoue que prévu de les réduire Marvel, son je les suis catalogue, on pas. peut oublier Black Canary. Faut voir, hein, c'est vrai que Black Canary part pas gagnant, mais d'un côté, j'ai l'impression qu'ils ont quand même tendance à pas mal publier Tom King. Alors, est-ce que c'était un hasard ou est-ce qu'il y a vraiment un amour pour ce scénariste du côté d'Urban Comics? On aura peut-être du coup la réponse là avec Black Canary, si oui ou non il sera édité. À voir. Ouais, je sais pas. Ouais, mais Tom King en général, enfin, je dis que ça vend plutôt bien. J'en sais rien, mais en général, il y a en général des critiques plutôt bonnes. Il a quand même écrit sur Batman pendant assez longtemps. Je sais pas. J'avoue que ouais, et pourtant ils ont publié ces trucs plus obscurs, hein. Ils ont publié Human Target, ils ont même publié Le Pingouin, alors que c'est pas des titres ou des personnages qui font forcément vivre des séries solo. À voir. J'avoue, j'espère, hein, parce que bon, c'est cool que Urban propose des choses variées, mais à voir, on va voir. Ouais. Et oui, Mac, enfin, j'avoue que je suis pas trop Marvel de manière régulière, mais je peux comprendre mais du coup, si t'as un peu ces problèmes-là, je pense que notamment le catalogue Ultimates. Alors, je sais pas s'il est encore. Oui, oui, il y a des sorties VF qui sont déjà sorties. Donc voilà, si t'as l'occasion d'aller voir du côté de chez Ultimate, ça permet d'enlever un peu le côté de surabondance de plein de choses et ça peut peut-être réparer ces torts-là que tu pourrais ressentir envers Marvel. Oui, après, il y a le côté, oui, que Tom King est consultant pour Gunn, alors peut-être que ça va. Mais je sais pas sûr que les lecteurs de comics en aient quelque chose à faire de ça, et je pense que les gens qui regardent les films vont pas en grande majorité aller acheter des comics parce que c'est Tom King. Donc, sauf si Gunn le mentionne peut-être en interview ou dans des trucs officiels comme il a déjà fait, mais à voir. Je te Alors, laisse Justice League. Justice League du coup? Ouais, Vas-y. Unlimited, très bon numéro, j'en suis très très satisfait. On va passer de nouveau très vite sur la partie graphique parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire si ce n'est que c'est bon.
Ça fait plusieurs fois qu'on le dit Mm. du coup, hein, du C'est côté très de bon. Dan Mora, mais il fait vraiment du bon taf. C'est encore une fois le cas là pour ce Justice League Unlimited. Au niveau du scénario, on part vraiment sur quelque chose de totalement différent pour le coup. C'est une approche que j'aime beaucoup. Il faut partir du principe que tous les super-héros de la Terre sont presque comme une sorte d'entreprise maintenant, avec du coup la Watchtower en tant que siège social, à peu de choses près. Et en fait, tous les super-héros font partie de la Justice League et ils sont envoyés aux quatre coins de la Terre pour effectuer les différentes missions. Et chaque super-héros est envoyé à tel ou tel endroit suivant ses capacités et suivant la menace en cours. Bonsoir, Dr. Bishop. Donc du Bonsoir coup, Bishop. vous avez non pas une Justice League un peu classique, comme là la cover semble le sous-entendre, hein, où tu as la Trinité et puis quelques personnages qui ont tendance à changer en cours de route. Donc là, c'est pas du tout le cas. Vous avez même plutôt tendance à voir par exemple plus Superman sur une mission d'un côté, Batman de l'autre. Enfin vraiment, t'as un côté vraiment grosse organisation, grosse fourmilière où on envoie tout le monde aux quatre coins du globe, comme j'ai dit, pour réparer les dégâts. C'était vraiment chouette, c'était très très cool. Nouvelle vision pour Star Sapphire qui a eu aussi un petit level up, j'ai l'impression, au niveau de ses pouvoirs. C'est pourquoi pas? J'ai trouvé que ça lui collait plutôt bien. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. J'en dis pas plus si vraiment vous l'avez pas lu, mais en tout cas j'ai été vachement intéressé. Et tout tourne autour d'un personnage qui vient tout juste de rejoindre la Justice League, qui s'avère rapidement indispensable. Mais voilà, le twist final tourne également autour de lui, donc la situation peut être plus compliquée qu'elle n'y paraît. Très satisfait de ce numéro, je vous conseille de le suivre lorsqu'il sortira en France, puisque là par contre, ça m'étonnerait que Urban Comics ne le publie pas. Oui, surtout qu'en plus il y a une volonté hein, d'un peu de se caler, ben, ça s'appelle Justice League Unlimited comme la série animée, et ne serait-ce que dans le visuel des deux premières pages où il y a les crédits des artistes qui ont travaillé dessus, il y a un visuel qui fait très série animée Justice League Unlimited, et même dans le côté avoir un roster hyper large et d'être un peu partout sur la planète, c'est un peu le même postulat que cette série-là. Donc on est un peu dans cette même ambiance. Et alors Mike dit un truc, je savais pas qu'il y avait un changement de roster à chaque arc. Moi non plus. Alors je suis d'accord sur le côté de s'attacher aux héros, ça peut être un peu plus compliqué. Mais si ça permet un peu de promouvoir des persos un peu plus secondaires entre guillemets, en les mettant un peu sur le devant de la scène avec cette série JL là, pourquoi pas? En vrai, s'il y a un côté un peu épisodique, mais un peu comme la série animée l'était à l'époque, voilà, la proposition m'a l'air plutôt honnête. Pourquoi pas? À voir si ce sera bien, mais ouais, le premier numéro fonctionne très bien. Mora toujours aussi bon au dessin, et oui, la petite accroche à la fin, ça peut être pas mal. Hmm. Voilà. Et je trouve qu'en termes de renouveau de Justice League, on a presque même une impression de ce qu'avait pu faire, alors c'est un peu tôt pour le dire, mais en termes de volonté de relancer la Justice League un peu en pleine force, ça me rappelle un peu ce que Morrison a fait au début des années 2000 ou fin des années 90, je sais plus, où il a vraiment reformé la Justice League un peu plus classique après l'époque de la Justice League International. Donc voilà, si c'est aussi bien que la run de Morrison, moi je dis oui, voilà. Et petite mention pour, on a effectivement un prélude pour Hush 2 dans ce numéro. Voilà, donc Jim Lee, toujours aussi bon. À voir ce que ce deuxième Hush va donner. J'attends ça avec impatience pour savoir si ça va se cracher ou non. Après, je pense que la crainte, on la verra pas forcément passer dès lors que l'arc déjà est bon et qu'il y ait quand même un Hmm. lien entre les différents arcs malgré le changement de roster à chaque fois au sein de la Justice League. Je pense que s'ils arrivent à mettre en place un fil rouge quand même entre les différents arcs, ou au moins certains personnages communs à chaque fois, hormis la Trinité bien sûr, je pense que ça peut être suffisant pour tenir le cap. Concernant le changement de dessinateur, c'est possible. Après, si vraiment à chaque fois on part sur un arc quand même relativement différent et en plus un changement de roster, je pense que le changement de dessinateur du coup passe un peu plus facilement que sur peut-être un titre Justice League classique où tu as toujours les mêmes personnages avec juste des menaces différentes qui s'enchaînent et où là tu as véritablement une cassure quand tu as un changement de dessinateur. Enfin, le plus souvent, des fois c'est discret, mais
le plus souvent tu as quand même une cassure. Là, si vraiment on part à chaque fois sur autre chose et des nouveaux personnages, le changement de dessinateur peut passer. Ça serait triste de perdre Dan Mora, mais il pourrait passer. Oui, après, tu me mets un Sampere ou un Jiménez en remplacement, je vais pas me plaindre non plus, quoi. Oui, bien sûr. Ça ira. Tu vas pas te plaindre, mais t'en demandes beaucoup quand même. Oui, oui, je veux dire, je me contente de peu. Pas vraiment, mais voilà. Après, il y a d'autres dessinateurs très talentueux, hein. Two-Face numéro 1, écrit par Christian Ward et dessiné par Fabio Veras. C'était cool. C'était plutôt cool. Alors moi je suis toujours curieux hein, des numéros qui tournent autour des méchants et j'ai toujours aimé Double Face donc c'est avec plaisir que j'ai attaqué cette lecture. Alors on commence avec les origines de Harvey Dent. C'est quand même envoyé de manière assez expéditive. Et il y a les origines que nous connaissons, hein, avec l'acide durant le procès, tout le tralala. Il n'y a vraiment rien de nouveau en termes d'origine, si ce n'est de nouveau une très belle mise en scène qui est à saluer, c'était vraiment cool. Ici, au niveau du principe, c'est donc Harvey Dent qui redevient plus ou moins, j'ai envie de dire procureur, mais du côté du mal, du côté des méchants. C'est-à-dire qu'il y a de nouveau une cour de justice avec un juge qui est Judge Reaper. Le nom est très bien trouvé. Ils font ce procès qu'ils appellent, le principe est appelé la White Church. Et en fait, ils partent du principe que même chez les méchants, il y a des règles. Et lorsque tu transgresses ces fameuses règles, du coup, bah, tu peux être aussi jugé du côté des méchants. Et du coup, là, donc là, Harvey Dent retrouve son statut un peu d'accusateur de justice, au niveau de la justice, mais du côté des méchants. Le principe est plutôt bien trouvé, c'est plutôt cool, j'ai trouvé. Le dessin et la mise en scène, comme j'ai dit, valent le détour. Dans ce premier numéro, c'est Saz qui est accusé. Donc c'est à mourir de rire parce que du coup on a des scènes genre Harvey Dent qui commence par un truc genre bon, tu vas pas nous faire croire que t'as jamais tué personne, hein. Là la question c'est de savoir si tu as tué celui-là vraiment précisément parce que celui-là il fallait pas le tuer. C'est assez cocasse quand même, c'est plutôt drôle. La construction du numéro aussi tourne pas mal autour de l'intelligence, de l'approche de Harvey Dent pour soit condamner, soit pour innocenter. C'est plutôt cool. Et de nouveau, un petit twist plutôt sympa en fin de numéro. Personnellement, je suis plutôt confiant. Alors, il faut que ce soit une mini-série, hein, clairement pas une série régulière, mais je pense que c'est la direction que prend d'ici. En tout cas, c'était un bon petit premier numéro. Pareil, je l'avais pas sur mon radar, mais quand j'ai vu que tu l'avais mis, je me suis dit on va voir ce que ça donne. Et ouais, pareil, le côté procureur du monde criminel est un concept plutôt cool. Et pareil, je trouve que visuellement, il y a des idées de mise en dessin, de mise en scène qui sont très très sympas. Donc voilà, et oui, le côté. Et de toute façon, j'aime bien un peu moi les histoires qui se passent dans des procès et des trucs comme ça. Et là, de voir ça dans un monde aussi différents. Alors, ils ont des règles, mais qui sont tellement différentes. Où, oui, là, l'intérêt du numéro, c'est savoir si Zaz a tué ce mec-là. Donc, en fait, c'est tout s'intéresser sur comment fonctionne Zaz pour savoir si effectivement il aurait pu tuer cette personne-là et avoir des réactions un peu propres au monde de la pègre. Je crois. C'est plutôt cool. Je trouve que quand il y a un concept plutôt cool, il y Ouais, a tout un truc autour de, ouais, de la dualité même et de la pièce que voilà, moi je pense que je vais continuer. Ça a piqué ma curiosité. et franchement, l'idée est perchée, hein. Je me demande comment Christian Ward a trouvé ce principe. Parce que c'est vrai que c'est original. Moi, j'avais jamais vu ça. C'est plutôt cool. Franchement, c'est cool. On enchaîne avec All New Venom. Il me semble que c'était le dernier. Donc un Marvel pour finir. Tout à fait. Écrit par Ali Wing cette fois et dessiné par Carlos Gomez. Euh, j'ai bien aimé aussi. Alors, il faut savoir que, bah, une fois n'est pas coutume, on est nous de nouveau au tribunal, c'est de nouveau durant un jugement, sauf que cette fois c'est le jugement de Madame Masque. Il y a des personnes qui arrivent dans le tribunal pour foutre le boxon. À ce moment-là, il y a Venom. plusieurs personnages qui sont dégagés du tribunal, et au même moment, il y a Venom qui arrive et qui sauve la situation, qui défonce tout le monde.
Et en fait, c'est un numéro où il y a quand même pas mal d'actions au final, et tout tourne autour de mais qui est ce nouveau Venom? Et là, on part du principe que bah, ce nouveau Venom est forcément une des personnes qui a été virée du tribunal pendant la baston. Donc, selon toute hypothèse, toute vraisemblance, il devrait s'agir soit de Luke Cage, soit de Rick Jones, soit de Robbie Robertson, soit de Madame Mask. Le suspense est encore entièrement là, mais pour l'instant, on se dirigerait vers une de ces quatre personnes, et ça peut du coup clairement changer le personnage de Venom. C'est assez intéressant, je trouve. Bonsoir, Sokal Alan Mars, j'espère que tu vas bien. Salut. Et le twist final, c'est Dylan Brock qui est mis sur le devant de la scène en disant bah, que c'est lui le fils de Venom et qu'en tant que tel, c'est son symbiote, c'est lui qui devrait être Venom, et donc il veut le récupérer. Donc vous avez un tout nouveau Venom et un mec qui veut devenir le tout nouveau Venom qui vont sans doute tôt ou tard s'affronter. Et tout ça est de nouveau servi à travers des dessins qui sont très bons. On a eu clairement, là, à travers ces 6 numéros, en termes de dessin, c'était quand même très bon, faut être honnête. Très très satisfait au niveau de la partie graphique. J'ai pas lu celui-là. Comme pour Naruto TMNT, c'est Ok. les deux. C'était voilà. Alors, Parce que allez-y, dites-nous, j'ai eu ma dose de Venom. sortez-nous vos hypothèses. Donc, selon toute vraisemblance, ça devrait être soit Luke Cage, soit Rick Jones, soit Robbie Robertson, soit Madame Mask. Et moi, je vais mettre une petite pièce sur Robbie Robertson. J'aimerais bien que ce soit lui. Et visiblement, Mac, lui, il pense à Luke Cage, mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ça serait peut-être un peu trop simple. Mais Robbie Robertson, ça serait chouette. Et en plus, il fait partie de l'univers de Spider-Man, donc il a encore un peu plus de légitimité. La différence de police entre All New et Venom dans mon cerveau fait que je lis ça comme All New Venom. Venom. Mais